Madame, Monsieur, bonsoir. Lutte antiterroriste et services militaires au Maroc. Deux sujets au menu de questions d'actu ce soir. D'abord, le 16 mai 2003, une date tragique de notre histoire récente, celle des attentats de Casablanca qui avaient ôté la vie à 33 victimes. Mais cette date marque aussi la naissance d'une nouvelle approche sécuritaire 100% marocaine. Près de 2 décennies plus tard, l'approche continue de démontrer une efficacité indéniable, en témoigne le nombre de cellules terroristes démontées sur l'ensemble du territoire, mais elle s'exporte aussi. Preuve intangible et la plus récente, la tenue ici au Maroc, Marrakech, de la réunion de la coalition internationale de lutte anti-Daesh, une première en Afrique. Preuve aussi que 19 ans après les attentats du 16 mai, les défis et les enjeux de la lutte contre le terrorisme sont toujours existants. Qu'est-ce que l'approche multilatérale pour laquelle plaide le Maroc? Réponse dans cette émission. Ensuite, en seconde partie, le ministère de l'Intérieur qui a annoncé que la sélection et l'intégration des conscrits éligibles au service militaire obligatoire va débuter ce lundi 16 mai. Dans un communiqué, le ministre Abdelouaf El-Ftit a appelé les personnes qui ont reçu un ordre de conscription pour le service militaire obligatoire à se soumettre au test d'éligibilité. Ils peuvent le faire en se, bien sûr, rendant dans les centres de sélection et d'intégration désignés à cet effet à la date indiquée dans leur convocation, ou tout simplement aller en ligne sur le site qui est dédié. L'occasion pour nous dans cette émission de revenir sur le rôle et les débouchés, surtout, du service militaire obligatoire qui, rappelons-le, a été supprimé en 2006 pour être rétabli en 2019. Quel bilan, surtout 3 ans plus tard? Pour répondre à nos questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'abord Drissa Issaoui, bonsoir. Bonsoir. Il n'est plus à présenter, qu'on rappellera quand même qu'il est consultant auprès de Média TV, analyste politique et économique. Merci d'être avec nous, Cédric. C'est à vous. Et par Zoom, depuis Casablanca, Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Bonsoir Nabil Adel, merci de vous joindre à nous par Zoom. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Cédric Essaoui, revenons à cette date du 16 mai. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle? C'est une date terrible parce que j'étais à Casablanca pour des raisons professionnelles bien sûr, dans le monde des médias et on devait sortir un journal le lendemain. Imaginez que vous êtes véritablement dans une logique totalement différente de ce qui est arrivé. Et à un moment donné, c'est quelque chose, c'est des explosions. 5. Voilà, c'est-à-dire, mais au départ, on ne le savait pas. Et les gens ont commencé à sortir. On a eu des coups de téléphone qui ont commencé à être échangés entre les journalistes marocains, avec les journalistes accrédités au Maroc. Mais c'était terrible. C'est-à-dire que les événements ont donné lieu à un spectacle qui n'est même pas à regarder. Il ne s'agit même pas de le voir. Parce que ceux qui ont exécuté ces missions, ils les ont exécutées avec un sang-froid, bien sûr, et ils étaient décidés de créer une zizanie à l'intérieur de ce pays. Elle n'était pas vraiment attendue, cette série d'attentats. C'est ce que j'ai posé comme question à certains sécuritaires à l'époque. J'aurais dit, écoutez, ce n'est pas possible qu'il y ait des jeunes qui se trimballent au centre-ville de Casablanca, qui font exploser une entrée d'un hôtel, un club, etc., et vous n'avez pas eu d'information, ils vous disent, oui, on avait l'information, mais elle n'était pas confirmée. C'est ça le problème. Très bien. Nabil Adel, je vais vous poser la même question. Qu'évoque pour vous cette triste commémoration, ou ce 16 mai 2003, justement? Écoute, c'est une date qui représente pour moi deux événements majeurs, alors à titre personnel, à titre plus global. Alors, à titre personnel, à l'époque, je faisais partie de la commission de préparation de la candidature du Maroc au Mondial 2010. Et vous imaginez que dans ces conditions, ça ne pouvait pas être une bonne nouvelle. C'est frappé en plein cœur de Casablanca, dans un pays qui candidatait pour l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Effectivement, ça marquait un tournant. Alors, d'un point de vue plus global, ces événements marquaient la fin de l'exception marocaine en matière de sécurité par rapport au terrorisme. Je rappelle que beaucoup de pays arabes et musulmans avaient été touchés par le fléau à partir de la fin des années 70, 80, 90. Je cite à titre d'exemple l'Égypte, l'Algérie, le Yémen, l'Arabie saoudite, quelque part
la Tanzanie, Dar es Salaam. Et donc, on avait assisté à une vague qui a commencé à déferler. Je passe le 11 septembre et tous les attentats qui ont eu lieu. Et jusqu'en 2003, jusqu'au 16 mai 2003, le Maroc faisait plutôt figure d'îlot tranquille, où les attentats terroristes ne frappaient pas. Et bien, le 16 mai 2003, ça avait mis fin à cette exception et on est rentré de plein pied dans l'engagement du Maroc dans cette guerre globale contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, donc 19 ans après cette tragédie des attentats du 16 mai de Casablanca. On va peut-être faire un bilan général avant d'aller dans le détail de ce qui a été fait depuis Idriss Essaoui. Ce qui a été fait est très clair. L'État marocain a pris l'initiative et la décision de venir à bout définitivement de ce genre d'attitude. Et il y a eu des arrestations dans les rues, il y a eu beaucoup de délits de faciès, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites au niveau de l'arrestation de certaines personnes. Et effectivement, ce travail a permis donc de mettre sous les verrous un certain nombre de personnes, parce qu'en fait, à ce moment-là, les gens voulaient comprendre, on voulait savoir pourquoi Casablanca, pourquoi ces jeunes ont-ils fait exploser l'hôtel, le club, le restaurant, les restaurants, etc. Donc on voulait comprendre. Les premières explications qui sont venues, c'est la corrélation entre la pauvreté, la marginalité et le terrorisme. Et ça a eu la vie très dure. Et les gens ont suivi cette réflexion. Et ils sont restés dans ça. Et il a fallu faire tout ce travail. Le travail, qu'est-ce qu'il a permis de faire? Il a permis d'abord d'aller vers ces gens pour les questionner, pour savoir pourquoi ils l'ont fait. Il n'y a pas eu de réponse directe. Mais on savait qu'à partir du 16 mai, on allait vivre quelque chose de différent, et ce qui était vrai. L'histoire, elle ne se répète pas, mais l'histoire est là avec des soubresauts, avec des dates marquantes, telles que cette date du 16 mai, qui va rester dans la mémoire collective de tous les Marocains, de toutes les Marocaines, mais on saura que demain, si jamais il y a quelque chose, on sait comment faire aujourd'hui. Très bien. Et vous l'avez dit dans votre introduction, on est tellement bien rodé aujourd'hui, à tous les niveaux, que le Maroc a pu abriter la grande conférence internationale de lutte contre Daesh. Très bien, nous y reviendrons. Revenons justement sur tous les... En fait, il y a eu un arsenal juridique. D'abord, parlons de l'arsenal juridique qui a été mis en place pour encadrer, n'est-ce pas, cette lutte antiterroriste, Nabila Adel. Justement, pour l'arsenal juridique, il faisait partie d'un ensemble. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont décrété une guerre globale contre le terrorisme. C'est une guerre qui a eu plusieurs facettes. Alors, facette sécuritaire, facette de renseignement, facette financière, à travers l'assèchement des moyens de financement de ces groupes terroristes. Et puis, il y avait aussi une facette juridique avec la mise à niveau des lois au niveau des différents pays pour intégrer une composante antiterroriste. Mais ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a un contexte global qui a permis l'éclosion de ce phénomène terroriste et qui a pris cette ampleur à partir de la première décennie du XXIe siècle. Il faut rappeler que les États-Unis ont, à la faveur de l'invasion par l'URSS de l'Afghanistan, encouragé une forme d'islam radical qu'ils devaient armer pour justement chasser l'ennemi communiste et puis surtout en venir à bout. Or, à partir du chute du communisme, les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Et donc, la tendance s'était installée. Il y a eu des signes avant-coureurs avant 2001, pendant toutes les années 90, qui n'ont pas été prises suffisamment au sérieux, notamment par les renseignements des pays occidentaux. Et puis, ce qui est arrivé en 2001. Et depuis, on a annoncé une guerre globale contre le terrorisme qui avait plusieurs facettes. Alors, les Américains ont, dans un premier temps, privilégié l'approche forte,
à travers l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Et puis, vous avez d'autres pays qui ont adopté des approches multidimensionnelles, où vous avez une approche en matière d'éducation, en matière de lutte contre la pauvreté, en matière d'attaque frontale de l'idéologie terroriste. Et puis, il y avait les moyens traditionnels, les moyens de répression, les moyens de renseignement et les moyens d'assèchement des flux financiers. Mais ce qu'il faut garder au niveau de cette trame de fond qui était liée à la guerre contre le terrorisme, c'est que nous avions des pays qui avaient expérimenté cette vague terroriste bien avant 2001, date à laquelle nous avons lancé cette guerre globale contre le terrorisme. Je cite pour exemple l'Égypte et l'Algérie, qui, eux, ont souffert des actes du terrorisme pendant toute la décennie des années 90. En Algérie, on a su comment ça a été instrumentalisé par le régime en place pour réaliser un agenda politique. En Égypte, on a vu comment le pouvoir égyptien a essayé de lutter pendant toute la décennie 90 contre ces mouvements terroristes. Et justement, les arsenals juridiques des différents pays devaient suivre pour intégrer cette menace dans le corps législatif de ces pays. Donc finalement, ça a été fait, et désormais, les pays se sont dotés des moyens de lutter contre cette menace. Mais encore une fois, ça s'inscrit dans un contexte géopolitique global, la fin de la guerre froide, trouver un nouvel ennemi, et le bridge, ce qu'on appelle le grand bridge, a été trouvé par le terrorisme. Très bien, mais juste pour rappel aussi pour nos téléspectateurs qu'il y a eu une modernisation de cet arsenal juridique avec la loi 0303 de 2003, justement, relative à la lutte contre le terrorisme et son financement. Donc vous avez placé le contexte international de l'arsenal juridique qui a été mis en place. Donc, et au Maroc, il y a aussi des amendements qui ont été apportés à cette loi à travers la loi 86-14 sur la lutte contre les phénomènes des combattants terroristes étrangers, parce qu'il n'y avait pas que des Marocains qui étaient concernés. Puisqu'on parle de contexte régional qui incite, il y a eu bien sûr, en dehors de cette guerre en Afghanistan, en dehors de la guerre en Irak, il y a aussi des impacts de la guerre en Irak, des combattants étrangers qui viennent recruter en masse. Il y a eu la guerre en Syrie aussi. Absolument. Comment cet arsenal juridique, mais pas que, cette approche multidimensionnelle, comme l'évoquait à juste titre il y a quelques instants Nabila Adel, comment a-t-elle permis aussi de stopper non seulement les attaques sur le territoire, mais aussi accompagner le retour des combattants qui sont partis combattre en Syrie et en Irak, ou en Irak? C'est une situation assez complexe à laquelle les forces de sécurité au Maroc devaient faire face. Bien entendu, il y a eu tout le travail qui a été fait sur l'arsenal juridique en adoptant une loi anti-terrorisme et en intégrant à l'intérieur du droit pénal des mesures pour que ce soit véritablement très restrictif. Et ça a été fait, même pour condamner quelques faits de presse où certains journaux ont été obligés, on les a pratiquement, on leur a imposé de ne pas faire l'apologie du terrorisme. Bien sûr. Et c'était véritablement très utile. Alors, ce travail a été fait. Il y a d'autres chantiers qui ont été lancés. Parce qu'il ne suffisait pas d'être le tout sécuritaire, il fallait aussi regarder d'où ça venait. Socio-économique, en l'occurrence. Absolument, parce qu'il fallait trouver le moyen. Parce que c'est des gens, souvent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens. Et ceux qui recrutent dans les rangs des jeunes déshérités, souvent utilisent de l'argent. Donc il fallait revenir à ça. Et le Maroc, je pense, a fait un travail extrêmement important sur le plan religieux. Et il fallait mobiliser aussi l'outil religieux pour encadrer mieux les jeunes. Alors, nous avons eu un travail avec la France, et avec un certain nombre de pays européens, et on a fait un travail similaire pour les pays d'Afrique. Et les Marocains ont formé des cohortes importantes d'imams qui sont allés justement prêcher dans ce sens-là. Finalement, cette force culturelle se sont croisées pour faire du Maroc un véritable rempart contre le développement du terrorisme
Et les Marocains sont restés très vigilants. C'est-à-dire, depuis cet événement, on n'a pas vu d'autres événements aussi graves. Bon, il y a eu Marrakech, etc. Mais, disons, de cette sorte-là, il y avait une c'est bien organisé aussi. C'est bien organisé, mais surtout, on avait des forces de police qui étaient entraînées. Et aujourd'hui, on le voit. À chaque fois, il y a un communiqué qui vous dit « Nous avons attrapé un groupement », il y a une section etc. qui est dédiée, en l'occurrence l'OPSIJ. Nabil Adel, le Maroc, alors puisque vous avez parlé, Sidris Essaoui, de cette politique de l'islam du juste milieu, à travers bien sûr un accompagnement des imams à ces populations au Maroc, mais aussi à l'étranger, il y a ce rôle indéniable du Maroc dans la lutte internationale contre le terrorisme. En l'occurrence, il y a eu cette réunion à Marrakech qui a réuni tous les ministres des pays représentés par cette coalition, autour de 85 pays, dont 80 qui étaient présents. Cette réunion a abouti à une conclusion, celle d'une approche multilatérale. Que pouvez-vous nous dire sur l'approche multilatérale plaidée par le Maroc en ces temps et en ces contextes internationaux qui ne sont pas en faveur d'un multilatéralisme? Alors, tout d'abord, le Maroc a une particularité qui est religieuse, en la personne de Amel Moumini, la plus haute autorité spirituelle dans le monde musulman sunnite. Et donc, à ce titre, c'est le seul personnage d'un État musulman qui confond la politique et le religieux. Il ne peut se confondre qu'à son niveau. Et donc, à travers tout le rayonnement spirituel du Maroc dans beaucoup de pays, il a pu, justement, comme l'a rappelé le professeur Issa, il a pu développer cette approche où il s'attaque à la racine du problème, c'est-à-dire à la prédication et à l'enseignement religieux, tout en sachant que les musulmans ont vécu pendant plusieurs siècles avec les autres pays en paix et que la parenthèse terroriste a pris 3 ou 4 décennies. Et aujourd'hui, globalement, nous sommes en train d'en venir à bout. Mais ce qui est intéressant au-delà de l'approche multilatéraliste prônée par le Maroc, c'est cette association qui a été faite par le ministre Boletta entre le séparatisme et le terrorisme. Et là, c'est une approche qui ne vient pas uniquement de M. Boletta, c'est une approche qui a été longuement documentée dans beaucoup d'études et dans beaucoup d'articles scientifiques. Comme vous le savez, vous avez 3 grandes catégories de groupes terroristes. Vous avez les groupes déterritorialisés, c'est-à-dire des groupes qui n'ont pas de territoire, tels qu'Al-Qaïda. Vous avez les groupes territorialisés, tels que Daesh, eux qui ont un territoire. Et vous avez les groupes hybrides. Alors, les groupes territorialisés, c'est-à-dire les groupes qui ont un territoire, ce sont souvent des groupes qui ont des aspirations séparatistes. On l'a vu en Irlande, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Amérique du Sud, on l'a vu dans des parties de l'Asie, on l'a vu en Afrique, où souvent, ces groupes séparatistes, soit ils versent dans le terrorisme, soit les groupes terroristes commencent à avoir des aspirations séparatistes. Parce qu'à partir du moment où vous avez le statut d'un État, même s'il n'est pas reconnu au niveau international, mais un État qui peut avoir les ressources d'un État, c'est-à-dire le prélèvement de l'impôt et la vente de matières premières à d'autres pays, il commence à engranger des ressources financières considérables. Alors que les groupes terroristes déterritorialisés ont souvent des ressources financières assez limitées. Quelques contrebandes, parfois de kidnapping contre rançon, et ainsi de suite. Mais par contre, un groupe terroriste territorialisé, quand il commence à avoir des aspirations terroristes, séparatistes, là, il commence à détenir des moyens financiers d'un État. Et donc, son danger devient beaucoup plus important. C'est le cas de Daesh. C'est le cas de Daesh, c'est le cas des FARC, c'est le cas de l'IRA, c'est le cas de l'ETA. Beaucoup de rapports ont pointé le Polisario qui sont en train de ranger dans cette catégorie. Mais c'est plutôt le contraire. Alors voilà, je vous arrête là-dessus parce que vous avez évoqué il a fait référence à cette relation de cause à effet ou cette relation très étroite qu'il y a entre le séparatisme et le terrorisme. Je parle de notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Mais là, pour le coup, ce ne sont pas des organisations terroristes qui se muent ou mutent en
séparatiste, mais le contraire, c'est le séparatisme qui est le C'est terreau fertile de... Voilà. Donc voilà. Vous avez les deux. Vous avez les un deux terreau cas. fertile pour le terrorisme, absolument. Vous avez les deux cas. Soit vous avez des groupes qui ont commencé par des aspirations séparatistes et qui commencent à verser dans le terrorisme. Pourquoi? Pour une raison très simple. Comme on l'a dit en diplomatie, comme on l'a dit en politique, la politique, c'est l'art du possible. Or, ce sont des groupes qui versent dans l'art de l'impossible. Quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir leurs aspirations réalisées à travers le prélèvement d'un territoire à un pays, commencent souvent à aller vers des attaques terroristes. Et d'ailleurs, on l'a vu quand le Maroc a commencé à réaliser des victoires manifestes dans ce dossier. Beaucoup de voix se sont élevées, aussi bien au sein de ces camps que dans certains pays, pour appeler à attaquer des positions marocaines, mais pas de l'armée, des positions à l'intérieur du Maroc. Et quand bien même le Maroc s'est dit qu'il maintenait le respect de l'accord du cessez-le-feu, le Polisario a dit que moi, je ne le respectais plus. Et donc, à partir de ce moment... Et a appelé à commettre des actes terroristes sur le territoire marocain. Exactement. Non pas dans les territoires qu'il dit, lui, disputer, mais à l'intérieur des villes marocaines. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, face aux représentants de 85 pays, on ne peut pas fermer l'œil sur ce genre de menaces. On ne peut pas faire comme si ces menaces n'existaient pas et se comporter avec des groupes qui peuvent à tout moment, en raison de leur fragilité intrinsèque, basculer à tout moment vers le terrorisme. Ce sont des groupes qui, dans leur gène, à partir du moment où ils n'arrivent pas à se constituer en État, ils deviennent des groupes sans projet, notamment pour continuer à mobiliser une certaine population. Et là, le passage vers l'acte terroriste devient extrêmement facile pour eux, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, c'est contre ce danger que le président, que le ministre Boletta a attiré l'attention. Et je pense que le fait que le communiqué final de cette grande réunion intègre cette résolution montre que les pays qui ont assisté à cet événement prennent cette menace très au sérieux. Très bien. Quand on dit promouvoir les valeurs d'un islam du juste milieu, qu'est-ce que c'est exactement en termes d'enseignement et de prédication, Drissa Essaoui? C'est l'islam qu'on a toujours vécu dans ce pays. Nous sommes un pays musulman, sunnite, et tous ceux qui ont vécu dans ce pays ont toujours fonctionné avec cet esprit de tolérance en termes religieux. C'est-à-dire on ne peut pas venir et pointer du doigt telle ou telle personne et considérer qu'ils sont mécréants ou leur donner un qualificatif qui les sort de leurs attributs réels, de leurs attributs naturels. Alors, quand on dit ça, cela veut dire que l'on va prêcher pour de la religion, pour l'islam, un islam de tolérance, un islam ouvert, un islam qui est fait pour faire valoriser l'être humain, pour le rendre encore plus on va, entre guillemets, meilleur qu'il était avant. Alors, quand on dit ça, en principe, les choses doivent, en principe, fonctionner de manière normale. Alors, l'islam tolérant, l'islam équilibré, ça n'a jamais été le commerce de beaucoup de pays. Et on a des voisins à côté, en Algérie. On a vu que, d'ailleurs, les militaires algériens voulaient lutter contre ce qu'on appelle le terrorisme islamiste. Et on s'est rendu compte après coup que ce sont les militaires eux-mêmes qui avaient engagé des milices qui sont venus tuer des gens et ils ont vécu ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie et qui continue, dont les conséquences sont toujours là. Maintenant, ce qu'il faut, et le Maroc a toujours été orphelin dans cette approche de recherche du multilatéralisme. Il l'a dit pour l'Europe, il a dit aux Européens, attention, on ne peut pas lutter contre ces gens-là tout seul. Il faut que tous les pays se réunissent. Et à aucun moment, les gens n'ont répondu. La seule grande fois, c'est cette conférence qu'on a pu tenir à Marrakech
et qui donne, vraiment une première et qui va permettre d'aller plus loin. Il est vrai que le monde entier, parce que même le contexte dans lequel on évolue n'est pas un contexte tout à fait normal ni paisible, mais c'est déjà bien de dire attention, les groupes terroristes sont dangereux, il faut lutter contre eux. Et l'Afrique n'a pas pu fonctionner normalement parce qu'il y a eu des groupes terroristes. Oui, la moitié les Shabab, les machins. Oui, mais surtout que la moitié aujourd'hui, en 2022, la moitié des victimes du terrorisme et de l'extrémisme violent, chez nous. Ce sont des Africaines et des Africains. Absolument. Donc c'est pour ça que on a assisté à des choses. C'est pour ça que l'appel à l'islam tolérant, équilibré et moyen est une excellente chose. Et les pays africains ne sont pas des pays ce sont pas des pays où l'on peut négocier un certain nombre de choses. Parce que les jeunes, quand ils sont enrôlés dans ces groupes, deviennent très violents et ils cassent. C'est des casseurs et il faut absolument trouver le moyen de les combattre de la manière la plus radicale qui soit. Ou de les contenir, ou de contenir un peu aussi. Voilà, leurs ambitions. Exact, absolument. Ils ont des ambitions démesurées et il fallait les arrêter. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle des jeunes, cela nous mène à notre deuxième thématique de cette émission, en l'occurrence le service militaire obligatoire. Je l'annonçais en introduction, l'opération de sélection d'incorporation des appels va débuter aussi ce 16 mai, ou a débuté ce 16 mai, bien sûr en exécution aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Donc, la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de cette année 2022. Alors, le service militaire obligatoire, ce sont 64 spécialisations professionnelles en plus de l'adhésion. Est-ce qu'on peut parler c'est un service militaire obligatoire à vocation sociale, Nabil Adel? Non, pas vocation sociale, mais d'abord à vocation de protection. Parce que le Maroc est dans une zone qui est assez tumultueuse. Et aujourd'hui, les menaces, même si on essaie de les contenir à plusieurs niveaux, sont là et sont réelles. Nous avons des velléités agressives de la part d'une milice qui menace la sécurité nationale tous les jours, à travers des centaines maintenant de communiqués où elle dit au monde entier que je suis en train d'attaquer le Maroc. Et le Maroc doit documenter ça pour le présenter en temps utile aux organes concernés. Donc le Maroc est dans une zone qui est dans une zone tendue. Et comme vous le savez, à côté de l'armée régulière, les réservistes constituent une force de frappe chez les armées. Donc en formant des jeunes chaque année, il n'y a pas que l'aspect social. L'aspect social est là, mais il y a d'abord un aspect militaire, un aspect de sécurité nationale. Ce que je veux dire, c'est que sur les 178 166 jeunes qui se sont enrôlés pour le service militaire obligatoire, ils vont recevoir une formation de 4 mois sur les 12 qui est une formation générale et militaire de base, mais après les 8 mois qui restent, ce sont des mois de formation, et formation en l'occurrence professionnelle. Oui, c'est de là où vient ma question, Nabil Adel. Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a une dimension sociale, mais il y a d'abord, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est quand on fait un service militaire obligatoire, c'est souvent quand on commence à percevoir la réalité d'un danger, soit interne, soit externe. Naturellement, la formation de quelques mois est une formation qui les dote d'un certain nombre de compétences qui peuvent faire valoir sur un marché du travail. Ça instaure un esprit de discipline. C'est une manière de lutter contre des velléités de rejoindre des groupes terroristes, parce qu'on a vu que dans beaucoup de pays d'Europe, une bonne partie des citoyens européens sont partis rejoindre Daesh et Al-Qaïda parce qu'ils pensaient que c'était un jeu vidéo et qu'ils voulaient un peu d'aventure. Donc, quand ils sont partis sur le terrain, ils se sont rendus compte que ce n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. Des exercices pareils introduisent la discipline, introduisent la rigueur, mais puis surtout montrent ce que c'est qu'une vie où on peut fréquenter le danger de manière assez rapprochée. Donc, d'abord, la finalité, et je le dis et répète, c'est que nous sommes menacés
par une milice qui cherche tous les moyens pour entrer avec le Maroc en guerre, soutenu par un voisin qui ne le cache pas, qui ne le cache même pas, ce n'est même pas un soutien implicite, c'est un soutien explicite. Et nous sommes sur une région, le Grand Sahel, où nous avons des menaces terroristes qui sont là, qui sont bien réelles. Donc le service militaire obligatoire fait d'abord face à un besoin réel de protection et de sécurité nationale. Naturellement, vous avez des activités sociales, éducatives et de citoyenneté, c'est important, mais n'oublions pas l'aspect le plus important, savoir la sécurité nationale dans notre pays. Très bien, un mot là-dessus, Drissa Essaoui aussi, les débouchés justement de ce après le service militaire obligatoire. La formation militaire est le meilleur dispositif qu'on a trouvé pour rendre ces jeunes plus responsables. Donc c'est une responsabilisation aussi de la jeunesse. Par rapport à la vie, par rapport à la société et aussi par rapport à l'apprentissage d'un certain nombre de métiers. À l'intérieur des forces armées, il y a les menuisiers, il y a les techniciens, il y a les nouvelles technologies, etc. Donc tous ces gens vont se frotter à ces métiers et si ça les intéresse, ils auront la possibilité, pour ceux qui ont la tête bien faite, ils auront la possibilité de continuer à cette formation après les mois qu'ils auraient dû passer à l'intérieur du confinement. Mais ce sont des gens que la société gagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont obtenu les grands principes de probité, de citoyenneté, et c'est des gens à qui on apprend la nécessité de défendre le territoire national. C'est très important. En dehors de ça, ce sont de bons citoyens qui vont participer, contribuer au développement socio-économique qui se fait par ailleurs avec d'autres moyens. Mais déjà, au lieu de prendre ces gens et leur faire des formations par le biais des systèmes, conventionnels classiques, ou en tout cas civils, les trucs civils, mais on n'a pas besoin de le faire, alors que ces gens, ils partent en tant qu'appelés, en tant que mobilisés, et ils reçoivent cette formation. Et quand ils en sortent, c'est véritablement des citoyens pleins, c'est des citoyens qui sont engagés et sur lesquels on peut compter pour élaborer de belles stratégies pour le pays. Ce qui est intéressant, c'est que le service militaire n'est pas obligatoire pour les jeunes filles, alors qu'on vient de le voir d'ailleurs dans ces images, et même les chiffres en témoignent. Il y a une adhésion assez importante du côté des jeunes filles, même si ce n'est pas obligatoire, je le rappelle encore une fois. Pourquoi, selon vous, Nabila Adel, en sachant aussi, n'est-ce pas, que c'est une approche qui n'a pas vraiment été calculée. Alors bien sûr, il y a une hausse des conscriptions, une hausse quand même importante, 33% depuis 2019 si on ne compte pas 2020 et 2021 à cause de la Covid-19. Mais en tout cas, c'est une progression à deux chiffres entre la première édition, si on peut l'appeler ainsi, ou la première promotion, et cette deuxième, donc de 2022. Et surtout, donc d'abord une explication par rapport à la hausse générale, mais surtout les jeunes filles qui montrent vraiment beaucoup de motivation pour rejoindre les rangs de ce service militaire. Mais écoutez, alors l'augmentation générale, on peut effectivement l'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, le Marocain montre, à chaque fois qu'il est appelé par le devoir suprême, il montre qu'il est engagé. On l'a vu à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui a été faite sur les pays où vous êtes. Enfin, on a demandé à plusieurs citoyens, serez-vous prêts à mourir pour votre pays? Et le Maroc a été classé en tête. Les Marocains ont ce sentiment patriotique et quand il s'agit de répondre à l'appel de la nation, ils n'hésitent pas. C'est la raison pour laquelle le service militaire que d'aucuns craignaient qu'on allait devoir forcer les jeunes à y adhérer a connu un grand succès. Maintenant, effectivement, il y a aussi des raisons plutôt pragmatiques. C'est qu'on a une formation, on a une formation qui est de qualité, qui ouvre un certain nombre de perspectives. Maintenant, sur l'intérêt particulier des jeunes filles. Alors, c'est le genre d'initiative où il faut faire des études pour voir un petit peu effectivement quelles seraient leurs motivations face
à un domaine ou un monde qu'on appelle un monde d'hommes. Le monde militaire est souvent considéré comme étant un monde d'hommes. Je n'ai pas d'explication précise à ce phénomène, mais je pense que la qualité de l'encadrement, la qualité de l'enseignement, les conditions d'apprentissage doivent y être pour quelque chose. Et surtout aussi, moi, en tout cas, ça ne concerne que moi, il s'agit aussi d'intégrer. C'est une intégration de ces jeunes filles dans le monde du travail. Alors, ce chiffre, 2/3 des chômeurs selon le HCP, les derniers chiffres du HCP, les 2/3 des chômeurs ont entre 15 et 29 ans. C'est pile poil, en tout cas presque, la tranche d'âge pour les éligibles, exactement, ciblés par le service militaire obligatoire. Et ça me ramène à cette question de l'intégration de ces jeunes dans le marché du travail. Est-ce que vous pensez qu'une certification, il y a ce tampon de service militaire, elle permet peut-être à s'intégrer plus facilement qu'une intégration civile dans le monde du travail, Idrissa Essaoui? Très certainement, une femme qui a l'avantage de suivre un service militaire, c'est véritablement une femme qui a un plus. C'est-à-dire, on ne peut... Une femme ou un homme, de toute façon. Non, mais c'est-à-dire, quand on est en train de parler des femmes, aujourd'hui, il faut considérer que la femme peut donner beaucoup de choses à son pays, qu'elle soit militaire ou non. Alors, si elle est militaire, c'est encore mieux. Et on l'a vu. On l'a vu parce que les femmes sont enrôlées au niveau de la gendarmerie royale, au niveau de l'armée, etc. Elles sont même pilotes. Ça veut dire que nous devons intégrer la notion de la femme dans le processus de développement. Nous le savons. Et quand on le fait, on gagne des points dans le développement global du pays. On gagne des points de PIB aussi. Du Toutes PIB, les études le démontrent. Oui. Absolument. Donc, beaucoup d'études le montrent. Mais nous, on ne doit pas être à la traîne par rapport à cela. Et je pense que les femmes marocaines qui ont un service militaire vont démontrer de manière très concrète comme quoi elles le méritent et qu'elles sont véritablement des citoyennes à part entière et pleines de bonne volonté pour aider leur pays et pour aller de l'avant. Très bien. Un dernier mot, Nabila Adel. Parce que je pense qu'on a fait le tour de la question. On peut revenir à cette question sécuritaire. Compte tenu du contexte actuel, on le voit beaucoup dans certains pays, notamment nordiques, à cause, peut-être, de la guerre en Ukraine, qui commencent à enrôler en masse vers le service militaire. Est-ce que vous pensez que chez nous, c'est un peu le cas aussi? Vous avez évoqué cette question en début, c'était fort intéressant. Je voudrais revenir dessus, sur que ce soit aussi un service militaire et qu'on puisse aussi renforcer les rangs de nos forces armées. En fait, l'invasion russe de l'Ukraine a fait tomber une digue. C'est qu'en Europe, on pensait ce schéma irréalisable. Qu'un pays soit envahi par un autre pays, on l'envisageait au Moyen-Orient, on l'envisageait en Afrique, même en Amérique latine, mais pas en Europe. Et donc, les réflexes pacifistes qu'on avait développés depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Seconde Guerre mondiale, se sont d'un coup été remis en cause. Parce qu'on s'est dit, voilà, un pays qui a été envahi du jour au lendemain, et si c'est arrivé à ce pays, ça peut nous arriver à nous. Et donc, ça serait bien que le moment où ça se produise, on ait au moins des réservistes qui soient prêts. Et donc, aujourd'hui, puisque c'est arrivé au cœur même de l'Europe, donc aucune région du monde n'est épargnée, a fortiori des régions où il y a déjà des tensions. Donc là, on n'est pas à l'abri. Et effectivement, aujourd'hui, remettre le service militaire au goût du jour, naturellement, ça relève d'une dimension sécurité nationale. Aujourd'hui, ces pays nordiques sentent le danger s'approcher, donc c'est pour ça qu'il y a des demandes d'intégrer l'OTAN, mais on sait que la meilleure défense, c'est la population locale et que le dernier front sur lequel bute tout envahisseur, c'est la résistance. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu dans beaucoup de pays, même quand les armées officielles perdent des batailles ou perdent la guerre, face à la résistance populaire, là, la tâche devient beaucoup plus difficile. Et vaut mieux préparer dans une perspective du pire, c'est une partie de la population à assumer soit les tâches de défense
quand l'ennemi est agresseur, soit effectivement quand il faut organiser une résistance populaire, au moins qu'on ait des gens qui ont fait ce service militaire et qui savent à quoi ressemblent des tactiques de guerre, des tactiques d'armement et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, ça devient de plus en plus urgent. On sent le danger partout dans le monde et on n'est plus à l'abri, ou on n'est plus dans un monde où seul le droit international va régler le problème, où une résolution de l'ONU va mettre à une guerre entre deux pays. Donc là, aujourd'hui, il faut être prêt et effectivement, le pire n'est jamais loin. Très bien. Un dernier mot là-dessus, Driss Aissaoui, surtout par rapport aux menaces grandissantes de par le monde, mais pas que. Il y a aussi cette menace de stabilité sociale et la réponse qu'apporte ce service militaire obligatoire pour cette stabilité sociale, cette paix sociale. Et j'ai envie de dire aussi de responsabiliser là où le jeune Marocain vis-à-vis de sa patrie. Oui. Vous savez, le service militaire, depuis des lustres, a toujours constitué ce ciment qui permet à la jeunesse de s'arrimer à sa société, à son corps social. Alors cette formation, très certainement, va donner des atouts, va donner des moyens et des arguments importants à la femme marocaine, à l'homme marocain de dire « je suis marocain, je défends mon territoire, je défends mon pays et je serai le dernier rempart à tous les agresseurs d'où qu'ils viennent ». Et d'ailleurs, de toute manière, l'histoire marocaine, elle est connue pour ça. Elle est connue par le fait que le Maroc n'a jamais été colonisé de manière directe, à part en 1912, il n'y a eu que des défenses. Qui a défendu le trône? Qui a défendu le Maroc? C'est la société civile, c'est les associations, c'est les gens qui se sont ligués et se sont formés pour être les véritables défenseurs du pays. Il y a eu même dans certaines situations où il y a eu des guerres entre le palais et certaines tribus, et finalement, même quand les tribus gagnent, ils prennent le roi et le ramènent dans son palais avec tous les honneurs qui doivent lui revenir, même s'il a perdu la bataille ou la guerre dans laquelle ils étaient engagés. Donc finalement, on ne peut que d'aller vers le mieux, vers le meilleur, en mobilisant les jeunes à travers un service militaire réfléchi et bien ordonné. En attendant aussi les chiffres, n'est-ce pas, de l'intégration, de la première promotion sur le marché du travail, mais aussi en tant que membre de ce corps militaire marocain, des chiffres dont nous ne disposons pas pour le moment. Bon, alors je pense que nous avons fait le tour de la question. Si vous avez quelque chose à ajouter, Nabil Adel? Écoutez, je voudrais juste revenir sur la première partie du débat, quand vous avez parlé de l'approche En conclusion, bien sûr. Alors, très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'islam classe les gens en 5 catégories. Vous avez les musulmans, qu'on n'a pas le droit de toucher ni dans leur intégrité physique, ni leur argent, ni leur dignité. Vous avez les protégés, ceux qui vivent à l'intérieur d'un pays musulman, sous la protection de ce pays musulman. Donc ça, on n'a pas le droit de les toucher. Vous avez également ceux qui viennent chez nous en touristes ou bien en étudiants ou autres. Ceux-là ont la garantie de protection de l'État. Ceux aussi, on ne les touche pas. Et vous avez, même en temps de guerre, quand vous êtes en guerre contre un pays et qu'ils vous envoient des émissaires pour négocier ou pour discuter, eux aussi ont la protection au même titre qu'un musulman. La dernière catégorie qu'un musulman doit combattre, c'est l'agresseur. Même quand on est mécréant, tant qu'on n'est pas agresseur, il n'y a pas d'attaque. Et qui doit décréter cette attaque? C'est justement, même quand on est agressé, qui doit décréter? C'est Amir al-Mu'minin. Et donc c'est ça l'image que nous devons véhiculer. On ne prend pas son sabre ou son revolver ou sa bombe, mais on commence à tuer à gauche à droite. Donc il y a des règles, il y a des normes, il y a une hiérarchie à suivre. Et quand bien même on décréterait la guerre contre un envahisseur agresseur, ce n'est pas n'importe qui doit faire ça, ça doit être la plus haute autorité religieuse et politique de l'État. Donc voilà, c'est ce type d'islam que nous devons diffuser sur cette partie qui est liée aux actes de guerre. Que ce n'est pas n'importe qui se réveille le matin
et décrète qu'il est le seul musulman sur terre et que tous les autres, on peut les combattre. Donc, et encore moins qu'il est commandeur des croyants. Voilà, exactement. Donc c'est une hiérarchie bien établie, avec une classification rigoureuse, et même dans la dernière catégorie, même quand on est attaqué, ce n'est pas n'importe qui décrète, il faut attendre que ça vienne de la plus haute autorité de l'État. Merci beaucoup Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Et merci Idrissa Issaoui. Merci à vous. Merci d'avoir enrichi cette discussion ce soir et cette émission que nous avons dédiée à la menace terroriste 19 ans après les attaques de Casablanca de ce 16 mai 2003, et aussi une émission que nous avons consacrée au service militaire obligatoire, ses enjeux mais aussi ses débouchés. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.